des vies et des hommes. Isabelle Rupin. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Nos auditeurs les plus anglophones auront peut-être repéré les paroles de cette chanson de Chuck Berry qui rend hommage à la route 66. C'est sur son trajet que nous allons suivre Christian Véraud, cinéaste conférencier venu présenter son film dans le cadre des conférences Altaïr, son film sur cette mythique voie 66. Christian Véraud, bonjour. Bonjour. Alors cette route 66 qui traverse les États-Unis de Chicago à Los Angeles sur près de 4000 km, elle n'a pas encore 100 ans mais pas loin et elle est synonyme en fait de la conquête de l'Ouest américain. Oui, la deuxième conquête de l'Ouest. Il y avait eu la première avec les cow-boys et les Indiens et puis il y a eu la deuxième non plus à cheval mais en voiture à partir des années 25-30 et qui a permis à tous les Américains de la côte Est, des Grands Lacs, d'aller à la découverte et à la conquête de cette Californie, cet Eldorado. Pourquoi est-ce qu'elle est devenue mythique, cette route ? Il faut rappeler que dans ce pays qui était immense, revenons au début du XXe siècle, les États-Unis, c'est la côte Est. Il n'y a rien au-delà. La Californie, à cette époque, c'est quelques aventuriers, quelques agriculteurs, éleveurs. Il n'y a rien et les États-Unis sont bien conscients que le pays est coupé en deux. Deux pôles de développement, la côte Est, la Californie et rien entre les deux. Donc il faut construire une route, construire un moyen d'aller de l'un à l'autre et c'est ce qui fait qu'en 1920, on décide de construire cet axe routier. Il faudra quelques années et il va être carrossable à partir de 1926. C'est le sénateur de l'Oklahoma, je crois, qui a réclamé en fait de devenir accessible. Voilà, c'est désenclaver un petit peu son territoire. Voilà, il y avait également d'autres États de l'intérieur qui voulaient vraiment être désenclavés. Donc double objectif, désenclaver l'intérieur et relier les deux pôles de développement de ce pays qui, sans cela, ne pouvait absolument pas se développer. Elle est devenue mythique aussi peut-être grâce à des auteurs. Je pense à Kerouac, à Steinbeck. Oui, bien sûr. Et j'ai une longue séquence du film sur les raisins de la colère de Steinbeck. Là, c'est une époque qui est intéressante. Vu le contexte que l'on vit actuellement dans notre monde, il est très intéressant de revoir ce qui s'est passé dans les années 20-30 aux États-Unis. Les colons européens s'installent dans les grandes plaines de l'intérieur où il n'y avait rien. Ils commencent par couper tous les arbres, par détruire les pâturages en amenant des millions de têtes de bétail. Donc ce terrain est désertifié. Plus de végétation, plus d'évaporation, plus de pluie. Le climat change complètement en quelques décennies, les tornades s'amplifient, deviennent de plus en plus puissantes, soulèvent des millions de tonnes de terre qui vont recouvrir en retombant toute la région, rendant la vie impossible pour les agriculteurs, les éleveurs, des milliers de têtes de bétail périssent de faim, et toute une partie de la population de l'intérieur des États-Unis doit fuir sur la route 66 pour rejoindre la Californie. Migrants climatiques. Et ça, c'est une tranche d'histoire qu'on a à tort oubliée, parce que vu le contexte que l'on vit aujourd'hui à l'échelle planétaire, il sera intéressant de voir que dans les années 30, on a été capable à l'échelle d'un pays, des États-Unis, de rendre invivable toute une partie du territoire par une exploitation effrénée de la terre et de créer vraiment une modification climatique extrêmement importante. On l'a oublié et c'est dommage. Regarder le passé nous permet parfois de mieux réfléchir et construire l'avenir. En effet, oui, Christian Véraud, c'est un aspect auquel je ne pensais pas du tout, mais merci de nous le faire découvrir. Et puis, elle est mythique aussi, ou
ou parce qu'elle est mythique, elle a été beaucoup chantée, cette route 66 que vous avez portée à l'écran, puisque là j'ai pris un extrait de Chuck Berry, mais l'histoire elle remonte à quelques années avant et elle a été reprise par de nombreux groupes, cette chanson Route 66. Oui, Bobby Traps l'a composée en 1948. C'est un artiste américain euphorique à l'idée de se rendre en Californie et qui va composer cette chanson dans sa voiture en roulant vers la Californie. Et elle sera reprise par quantité de musiciens, les Rolling Stones, Depeche Mode et bien d'autres. Et aujourd'hui, 70 ans après, il y a toujours quelqu'un sur la 66 pour prendre sa guitare et vous chanter cette fameuse chanson « Prends ton pied sur la route 66 ». Route d'ailleurs, c'est pas route au sens où nous l'entendons nous, je crois. Oui, théoriquement, on devrait avoir Road 66, mais le terme route, qui s'écrit comme chez nous route en anglais, signifie itinéraire. Et ça nous ramène tout à fait à l'origine de cette route, si l'on peut dire, puisqu'il y avait déjà la piste de Californie, la piste de l'Oregon, la piste de Santa Fe, et on a réutilisé les tronçons de ces pistes qu'on a jonctionnés, on a créé, on a rabouté tout cela, ce qui a donné un itinéraire permettant d'aller de Chicago à Los Angeles, d'où ce nom de Route 66. Elle serpente, on l'a dit, à peu près 4000 km. Et sur votre site, vous dites de Chicago à Los Angeles, la route 66 serpente telle une cicatrice sur la peau du désert entre canyons et plaines infinies. Pourquoi vous parlez de cicatrice ? Une partie de l'itinéraire, en Arizona, en Californie, un peu au Nouveau-Mexique également, se trouve dans le désert. Désert du Sonora, désert Mojave. Et par définition, le désert, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est une surface de terre assez uniforme. Et la route fait vraiment une cicatrice sur cette terre quasiment vierge. Et c'est un autre point d'intérêt d'ailleurs de cette route qui non seulement nous fait découvrir des villes dans lesquelles on ne va pas tellement en tant que touriste. Chicago, c'est pas vraiment une ville qu'on parcourt et on a tort. Elle est extra, cette ville de Chicago. Mais on découvre également des sites naturels comme le désert Mojave en Californie, le désert du Sonora entre Nouveau-Mexique et Arizona. Et ces déserts avec leurs forêts de cactus, pour nous Européens, c'est un milieu naturel qu'on ne connaît pas du tout et c'est une belle découverte. Donc c'est vraiment un film qui fait la part belle au paysage, modelé ou naturel, comme vous le disiez tout à l'heure, Christian Véraud. Pour nous, l'Amérique, c'est aussi synonyme d'immensité et ça se retrouve bien. Oui, les grands espaces sauvages de l'Ouest américain sont en partie traversés par la route 66. Elle passe juste au sud du Grand Canyon du Colorado. Elle traverse de part en part la forêt pétrifiée d'Arizona. Et quantité de sites naturels moins connus, mais que je présente dans le film, avec des régions entièrement minérales, sculptées par l'érosion, colorées, vraiment plein de beaux sites naturels, des sites historiques. Et un voyage musical, on en parlait tout à l'heure, on part avec le jazz et le blues de Chicago. Dans l'intérieur des zones rurales, on va rencontrer la country music, le bluegrass, les folk songs, et puis on arrive avec le rock californien. C'est aussi une musique qui va à la rencontre de la culture, des cultures américaines. Parce que l'Amérique, elle n'est pas une, elle est multiple. Oui, et puis là, on en arrive à l'aspect humain même. Quand vous partez de Chicago ou quand vous arrivez à Los Angeles, c'est l'Amérique citadine, urbanisée, développée, cultivée, ouverte au monde, créatrice. Quand vous êtes entre ces deux pôles, à l'intérieur du Kansas ou de l'Oklahoma, c'est l'Amérique profonde, rurale, je dirais presque sous-développée, ultra-religieuse, ultra-nationaliste. C'est là qu'on élit Trump à 80%. Deux Amériques que tout oppose, mais que cette route relie et permet aux voyageurs de découvrir. Et on ne connaît la Californie quand on voyage en Amérique du Nord, on ne connaît jamais le Kansas ou l'Oklahoma. Et ça aussi, c'est une des qualités de cette route, nous faire découvrir une autre Amérique rurale, profonde, traditionnaliste. C'est encore vrai aujourd'hui, effectivement on voit les électeurs de Trump, mais c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à s'imaginer que ce centre des États-Unis est resté un petit peu à l'écart de la modernisation. Oui, on plaisante souvent sur le dos des Français qui vivent au fin fond de la Lozère, du Cantal, sur la France profonde. Mais je vous assure que l'Amérique profonde, c'est autre chose. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus... je ne voudrais pas dire attardé pour ne pas être méchant. Ancestral. Oui, on va dire ancestral. Tellement mieux, ouais.
Oui, et surtout ultra-religieux. On a du mal à imaginer, quand on parle de pays ultra-religieux, on pense au Moyen-Orient, on pense au Golfe Persique, mais l'intérieur des États-Unis, c'est étonnamment religieux. Et avec des religions traditionnelles ou bien construites? Ce sont toutes les sectes issues du protestantisme, avec des règles très rigides. Par exemple, dans des régions entières de cette région qu'on nomme la Bible Belt, la ceinture de la Bible, il y a beaucoup d'établissements scolaires où il est interdit d'enseigner l'évolution selon Darwin. On doit enseigner que Dieu a tout créé en quelques jours, comme la Bible le raconte, que l'histoire de l'homme qui descend du singe, c'est de la blague. On doit le présenter selon la règle biblique dans les écoles de cette région. C'est dire jusqu'où cela va. Et il n'y a pas de mouvement de protestation dans ces régions-là? Il y a bien sûr quelques minorités qui sont éduquées, qui sont ouvertes. Qui ont un petit peu voyagé? Mais ce sont de petites minorités. Non, l'opposition, elle est vraiment entre les régions, entre la côte Est et la côte Ouest, qui, elles, sont ouvertes au monde, et puis cet intérieur du pays, le sud du pays, qui est très, très replié sur lui-même. Il y a un petit passage aussi sur votre route, c'est presque à la moitié d'ailleurs du chemin, qui passe par les réserves indiennes. Oui, on traverse quand même quelques réserves indiennes, et l'Oklahoma, dont le nom Oklahoma signifie la terre des hommes rouges. Quand l'État américain a chassé les Indiens à l'ouest du Mississippi, de façon à laisser la place aux Européens, on leur a donné un territoire qu'on a nommé la terre des hommes rouges, Oklahoma, en leur disant « Pour l'éternité, cette terre est à vous ». Quelques décennies plus tard, on les a chassés à nouveau. Mais on retrouve beaucoup de Cherokees, beaucoup de populations indiennes. Et puis en Arizona, on va rencontrer les Navajos, les Hopis. Donc c'est vrai qu'on va croiser également souvent des populations amérindiennes au long de cette route 66. Et qui, à vous, Christian Véraud, ont fait un bon accueil? Oui, ça s'est bien passé, mais je crois que tout voyageur qui prend le temps de se poser, qui n'arrive pas en tant que conquérant, qui n'arrive pas en tant que voyeur, qui simplement s'arrête, bavarde avec les gens, ça se passe bien. Et je dirais qu'en règle générale, aux États-Unis, le contact premier avec les gens est plus facile qu'en Europe. On aborde plus facilement les gens. Il est beaucoup plus simple de se poser à côté de quelqu'un, de se mettre à bavarder de choses et d'autres. C'est beaucoup plus considéré comme naturel que chez nous. Il y a encore beaucoup de gens, Christian Véraud, qui voyagent sur cette route 66. Elle est encore dans l'imaginaire de beaucoup. Alors cette route, elle a été oubliée quand l'autoroute a été ouverte en 1984. C'est le dernier tronçon de route 66 qui est fermé en 1984. L'autoroute prend la relève. La route 66 va sombrer dans l'oubli. Mais peu à peu, elle va interroger les gens. C'est une route qui nous emmène dans l'Amérique des années 40, 50, 60. C'est un peu un voyage dans le temps. Un tourisme va commencer à se développer et aujourd'hui, il est assez important. Des Américains, mais également des Européens, des Australiens, des Japonais, des Latino-Américains. On rencontre plein de voyageurs au long de la 66, portés par une certaine nostalgie de ces années-là. Peut-être un désir d'authenticité ? Oui, on y retrouve une belle authenticité et puis c'est un récit de cette fameuse course vers l'Eldorado. C'est la conquête de l'Ouest, aussi bien celle des cinéastes de Hollywood que celle des années 30 avec la route. Il y a tout un mythe américain que l'on va retrouver au long de cette route. Et comme on le disait tout à l'heure, rencontre avec la nature, rencontre avec ces villes anciennes, ces villes fantômes, qui pour certaines ne sont plus habitées du tout. Vous vous retrouvez dans des villes abandonnées depuis quelques décennies, avec des carcasses de Cadillac, de Buick des années 60. Ça, c'est extraordinaire quand même. Et puis beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes se sont installés parfois dans le désert, en bordure de la route, et exposent comme ça en plein air des gens un peu, je vais dire, gentiment fêlés, et qui... On sent beaucoup d'affection. Oui. On a beaucoup de plaisir à se poser avec eux, à les écouter, à partager un peu de leur douce folie. C'est très sympathique, vraiment, la rencontre avec toute cette catégorie d'artistes, de collectionneurs fous qui sont allés rassembler un tas de vieilleries, qui viennent vous raconter ces années 40, 50, des collections privées. Et les gens sont contents de vous emmener chez eux pour vous montrer ça. Non seulement ils vous invitent tout à fait gratuitement, en plus ils vous offrent un verre bien souvent, parce que le fait que vous soyez là pour les écouter,
grâce à vous, ils font revivre leurs 20 ans en vous racontant cette époque. Et on sent leur émotion, c'est toute leur jeunesse qui s'est passée au long de cette route, à l'époque où elle était l'axe le plus fréquenté de la planète. Et pour eux, raconter ça, c'est faire revivre leur jeunesse. Christian Véraud, vous avez parlé des Buick et des Cadillac, donc même si on parle des carcasses, mais c'est vrai que c'est un petit peu mythique aussi, vu de France. Oui, il y a d'une part les cimetières, des cimetières de dizaines, voire de centaines de voitures anciennes, et qui pour les Américains sont quelques vieilleries rouillées, mais pour nous c'est des pièces de musée. Ensuite vous avez tous les bricoleurs, les mécanos un peu géniaux qui ont récupéré ces carcasses, qui les ont remises en état, qui ont refait une peinture, la mécanique, et aujourd'hui qui exposent, parfois les revendent. Il y a une belle histoire que je raconte dans le film, c'est dans l'état de l'Illinois, un couple d'agriculteurs, pendant 25 ans ils ont travaillé la terre, dur, un travail difficile pour gagner à peine de quoi vivre. Lui qui était un peu bricoleur, mécano, il a récupéré une vieille carcasse qui traînait dans ses champs, il l'a retapée, il a refait la carrosserie, il l'a vendue, et quand il a vu combien il l'avait vendue, il a dit « j'ai tout compris ». Il a laissé tomber ses outils agricoles, il s'est équipé en outils de mécano, il s'est mis à retaper une seconde, puis une troisième, une quatrième voiture. Il a embauché un mécanicien, un carrossier, un peintre, puis d'autres. Et aujourd'hui, alors qu'ils sont dans ce business depuis 15 ans, ils ont une expo-vente de 650 véhicules. Et comme ils le disent eux-mêmes, c'est le vrai rêve américain. Ils sont partis de rien et aujourd'hui ils sont multimillionnaires. C'est peut-être ça aussi, l'Amérique et cette route 66, c'est être à la rencontre d'une opportunité, saisir cette opportunité et en faire sa vie. Oui, c'est la définition même du rêve américain qui a un peu de plomb dans l'aile aujourd'hui. C'est plus difficile aujourd'hui de réussir comme ça a été le cas durant les premières décennies de ce pays. Mais encore aujourd'hui, l'exemple que je donnais prouve bien qu'on peut partir de rien aux États-Unis et réussir de manière phénoménale. C'est aussi une possibilité et c'est pour ça qu'on part dans l'Ouest aujourd'hui encore, parce que dans l'Ouest, tout est possible. Alors qu'en fait, effectivement, vous disiez cette image d'Épinal, elle a un petit peu du plomb dans l'aile. Oui. Il y a aussi la face cachée. Bien sûr, et puis il y a des régions qui étaient tout à fait pleines de vie, pleines d'activité. Il y a seulement 10 ans, 15 ans, toute la région des Grands Lacs, d'où par la route, la région de Détroit, de Chicago, c'était toute la sidérurgie, la construction automobile, la métallurgie. Des villes se sont construites autour de centres industriels parmi les plus importants du continent américain. Et aujourd'hui, c'est le chômage, c'est des bâtiments abandonnés, des villes délabrées. Donc il y a aussi des choses qui se déplacent. La richesse qui était plus sur la côte Est, sur les Grands Lacs, s'est déplacée vers l'Ouest avec les nouvelles technologies, avec d'autres moyens de gagner sa vie aujourd'hui. Mais ce mouvement, on s'en rend compte, depuis le début des USA, se fait toujours d'Est en Ouest. Christian Véraud, comment est-ce que vous avez été amené à parcourir cette route 66 ? Donc vous avez toujours voyagé, je crois, depuis tout petit, au volant d'une 2 chevaux, on est loin des Cadillacs. Oui, mon premier voyage, puisqu'à l'origine je suis électronicien, je travaillais en Guyane française sur le programme Ariane. À la fin de mon contrat, j'achète une 2 chevaux camionnette que j'équipe en mini camping-car tout-terrain et nous partons en couple pour un long voyage de 2 années qui nous a menés de Guyane vers le pôle sud, du pôle sud au pôle nord et du pôle nord à New York. Voilà, pour résumer simplement, 2 ans de voyage durant lesquels je découvre pour la première fois les États-Unis, l'Ouest américain. J'y retournerai une bonne vingtaine de fois, passionné par le côté nature, les grands espaces. Et d'ailleurs aujourd'hui, je travaille entre autres comme guide de randonnée dans l'Ouest américain, aussi bien les déserts du Sud qu'en Alaska. Et c'est en allant d'un site naturel à un autre que j'ai parfois croisé cette route et qu'elle m'a attiré un peu l'attention. Et j'ai fini par avoir envie de la connaître plus. Et quand je l'ai connue plus, elle m'a fasciné. Et j'ai fait ce film et je guide maintenant également des groupes sur la route 66. Donc c'est devenu un nouveau coup de cœur très différent de mes grands espaces habituels. En Amérique du Nord, pour moi, ça a été vraiment les grands espaces de l'Ouest, aussi bien les déserts du Sud-Ouest, les montagnes rocheuses au Montana, au Wyoming, mais l'Alaska également, qui est encore une terre sauvage où tout reste à découvrir. Donc je suis à la base surtout un passionné de grands espaces sauvages et je suis tombé sur la route.
Christian Véraud, à l'heure où sera diffusée cette émission, il sera trop tard pour nos auditeurs pour venir au cinéma voir cette projection que vous proposez. Il s'appelle donc Route 66. Mais alors évidemment, on peut aller sur votre site et vous vendez des DVD aussi. Voilà, j'ai bien sûr le DVD du film. Et puis, si vous allez sur le site Altaïr Conférences, vous allez retrouver le programme de diffusion de mon film, un peu partout en France. Donc, tout est possible, où que vous soyez en France. Rendez-vous sur la route. Voilà. Et alors, il nous reste encore un petit peu de temps, donc on va quand même en profiter. Quelles sont peut-être les rencontres qui vous ont le plus marqué, ou une autre anecdote que celle que vous nous avez évoquée sur cette route 66 ? Oh, des rencontres parfois avec des... Il y a la grande histoire que l'on va retrouver au long de cette route, mais il y a aussi de petites histoires locales qui sont parfois passionnantes. Je me souviens d'une toute petite ville d'Oklahoma, une dizaine de maisons. Et là, il y avait la statue d'un illustre inconnu, Andy Payne. Et je demande aux gens qui est cet Andy Payne. Ils étaient étonnés que je ne connaisse pas. Alors ça nous ramène en 1928. La route 66 est construite depuis 2 ans seulement, ouverte depuis 2 ans. Et les Américains se rendent compte que personne ne connaît cette route. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de médias comme aujourd'hui pour communiquer. Personne ne la connaît, surtout pas dans l'Est. Et ils se disent, on va organiser une course pédestre sur la 66, de Los Angeles jusqu'à Chicago. Et puis ils se disent, on va même continuer jusqu'à New York pour aller raconter également aux gens de la côte Est que cette route existe. Et cette course sur 5500 km va être gagnée par un certain Andy Payne qui habitait Foyil, un tout petit bled perdu au fin fond de l'Oklahoma, un agriculteur qui n'avait jamais fait de course avant, qui n'en fera jamais d'autres après, mais qui a gagné celle-ci et qui a gagné avec cette course l'équivalent de 20 ans de son salaire. Donc il a arrêté de bosser et il a vécu sur le souvenir de cette course fabuleuse. Donc voilà le genre de petites anecdotes, de petites rencontres qu'on peut faire sans s'y attendre sur cette route 66 qui vous raconte la grande histoire américaine, mais aussi tout un tas de petites anecdotes. Et puis pour ce qui est des rencontres, il y a les artistes. C'est doudingue qui collectionnent des choses incroyables. Et là j'en ai pas mal dans mon film. Des rencontres vraiment marrantes. Mettez-nous en appétit. Je revois un gars qui, quand je l'ai filmé, il avait un peu plus de 70 ans. Et depuis quelques décennies, il se balade dans le désert californien. Il récupère autour de la route 66 des vieilles bouteilles laissées par des chercheurs d'or, par des aventuriers, par des gens de passage. Des milliers de bouteilles. Et il a créé des arbres à bouteilles. Alors je ne chercherai pas à les décrire, il faut les voir. Et en plein désert, il a planté des arbres à bouteilles, décorés donc avec ces bouteilles. Alors ça paraît complètement fou raconté comme ça, mais quand on voit une surface immense avec des centaines d'arbres à bouteilles, et ce personnage absolument incroyable qui vous raconte ça, voilà un exemple de ce genre de doudingue adorable qu'on rencontre au long de cette route et qui a toujours le temps. Ces gens-là, ils ont le temps, ils n'ont rien à faire. Ce sont des créateurs, des artistes. Quelqu'un s'intéresse à leur douce folie. Eh bien, ils se posent et autour d'une bière, ils vous racontent. Et ça, c'est magique. Ça. C'est toute une partie de la route 66. C'est cette agglomération de phénomènes qu'on rencontre d'un bout à l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi de l'ordre de la sérénité de l'esprit, de prendre le temps? Quand je vous entends raconter ces personnes que vous avez rencontrées, oui, c'est ça que ça m'évoque aussi, c'est le fait d'être naturel, d'être simple et de prendre le temps. Les gens qui ont vécu sur cette route 66 à l'époque où elle était en activité, c'était l'opposé. Ils vivaient comme des fous, ils travaillaient du matin au soir, pare-choc contre pare-choc, les voitures n'arrêtaient pas, c'était l'axe routier le plus fréquenté de la planète. Et puis le jour, en 84, où cette route s'est arrêtée, à cause de l'autoroute, voilà, ils se sont retrouvés sans aucune activité, sans rien, et ceux qui avaient l'âge de pouvoir prendre leur retraite, eh bien se sont mis immédiatement à vivre. Ils n'avaient jamais vécu, ils n'avaient fait que bosser comme des fous pendant toute une vie, et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui s'est répandu au long de cette route. On vient se poser sur cette route où le temps s'est arrêté, et on s'arrête également. Et dans cette vie effrénée qui est celle de l'Amérique du Nord, plein de gens viennent là se poser, prendre le temps. S'ils ont l'âge de la retraite, eh bien ça va. S'ils n'ont pas encore l'âge de la retraite, ils vont se trouver une activité autour de la route en ouvrant un petit bar, un motel. On réouvre des
des lieux qui avaient fermé il y a quelques décennies. On refait vivre cette route. On crée, il y a beaucoup d'artistes, des peintures murales. Je n'ai jamais vu autant de street art qu'au long de la route 66, de superbes peintures murales qui vous racontent cette époque. Oui, c'est vraiment un lieu où l'on vit différemment, la route 66. Autant les États-Unis sont un pays où il y a une frénésie, mais au long de cette route, c'est une autre Amérique. Une petite parenthèse dans le monde effréné. Oui, complètement, oui. Eh bien, merci beaucoup Christian Véraud de nous avoir permis cette petite parenthèse à nous aussi. Et puis je donne rendez-vous aussi, puisque donc vous êtes venu à Laval dans le cadre des conférences Altaïr pour présenter la route 66. On peut parler de la prochaine proposition qui sera faite à nos auditeurs. Et donc ce sera le 28 janvier et Charles Domingue nous emmènera, je crois, au Rwanda avec un visage que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir, mais un visage du coup très reposant de ce pays d'Afrique, dont visiblement Charles Domingue est complètement fan. Un film à découvrir avec des exemples de pardon, d'humanisme, dont les Rwandais, dit Charles Domingue, ont fait leur marque de commerce. Ce pays qu'il qualifie également de pays aux 1000 collines, dont l'histoire, dit Charles Domingue, ne peut que nous inspirer face à nos prochains défis. Donc ça, c'est le 28 janvier au Cinéville de Laval, toujours dans le cadre des conférences Altaïr. Ne ratez pas ce prochain film et puis ceux qui vont suivre. Voilà, encore beaucoup d'occasions en tout cas. Merci beaucoup Christian Véraud et à très vite, au moins sur votre site internet. Oui, merci de votre accueil et à une prochaine fois.